Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver ce samedi 27 novembre. Voici les titres. C'était le choc attendu par les deux clubs du championnat français en compétition en Euroleague. Monaco recevait l'Asvel hier au soir, salle Gaston Médecin. Un match extrêmement serré tout le long de la rencontre, avec une fin à couper le souffle, mais malheureusement pas au profit de la Rocatim qui s'est inclinée d'un petit point suite à un lancer du milieu de terrain à un dixième de seconde de la fin. Mais je vous en ai déjà beaucoup dit, nous reviendrons sur cette soirée dans quelques instants. Nous recevrons deux invités. Le cycliste professionnel champion du monde sur route, Philippe Gilbert. Il participera à la première édition du Biking Monaco, une compétition ce dimanche sur toute la partie de circuit de F1 entre course contre la montre et critérium. Notre deuxième invité sera l'abbé Venard. Il nous parlera des fêtes de fin d'année, ce que représente la nativité du Christ pour les catholiques qui s'y préparent plusieurs semaines à l'avance. Et ça nous permettra de découvrir les dernières tendances d'une tradition païenne, les fameux calendriers de l'Avent, dans un reportage. Débutons ce journal, comme je vous l'ai dit, par du basket. Ce vendredi, la Rocatim recevait Lyon-Villeurbanne. C'est la première confrontation en Euroleague du 21e siècle entre deux équipes du championnat de France. Yannick Debever vous raconte le scénario épique du match dans une salle Gaston Médecin pleine à craquer. Ce duel était très attendu par les supporters monégasques et le match débute à l'avantage des Villeurbanais plus adroits au tir. Mais Monaco ne se laisse pas décrocher et intensifie sa défense. Les schémas offensifs sont variés pour les deux équipes et c'est un super match de basket équilibré qui s'offre aux spectateurs. 22-21 Asvel à la fin du premier quart-temps. En deuxième quart, Monaco souffre et laisse Lyon-Villeurbanne creuser un petit écart. Dante Hall, comme à son habitude, impulse une énergie folle et les deux équipes se rendent coup pour coup. Chaque panier est rendu l'action d'après et à la pause, l'ASM accuse un retard de 9 points. En seconde mi-temps, Mike James, 18 points, se montre et apporte de l'allant aux offensives de la Rocatim. Cette action parfaite de Paris Lee, auteur d'un très grand match, avec 20 points et 3 interceptions, est symbolique de ce troisième quart-temps totalement à l'avantage de Monaco. L'écart au score disparaît. 62-62 à l'entame du quatrième quart-temps. Les compteurs sont presque complètement remis à zéro. C'est un nouveau match de 10 minutes qui peut commencer. Et ce match sera celui d'un homme, William Howard, auteur de 23 points, 5 sur 5 longue distance, 10 rebonds et 30 d'évaluation. Paris Lee permet à la Rocatim de repasser devant sur ce shoot plein de confiance. Les paniers se succèdent, le match est plus qu'indécis. À 23 secondes du terme, Paris Lee vole la balle et offre l'occasion de repasser devant. Le shoot de Mike James est manqué, mais Will Thomas prend le rebond et marque. 83-82 pour la Rocatim. Sur cette nouvelle interception de Ouattara, Monaco croit tenir la victoire. Paris Lee ne met qu'un lancer franc sur 2 et laisse l'Asvel à la portée d'une victoire. Il reste 3 secondes à jouer sur la remise en jeu. La salle Gaston Médecin retient son souffle. William Howard pour la remise en jeu. Le show de William Howard du milieu du terrain. Oh là là, non, c'est incroyable. Non. C'est incroyable. Oh, j'ai bien peur qu'il soit bon. Et William Howard crucifie les Roca Boys sur ce shoot miraculeux au dernier millième de seconde. Dans un premier temps, non accordé par les arbitres, il est finalement comptabilisé après vérification vidéo. Une fin de match cruelle qui n'est pas sans rappeler celle face à Barcelone. C'est hallucinant. Une fin de match comme on n'en a jamais vu. C'est là où c'est très frustrant parce que c'était un match qui était vraiment à notre portée et très important en plus après 2 défaites d'affilée. Là on est sur 3 maintenant, donc ouais, c'est dur. On a un match important jeudi prochain contre Fenerbahçe et il faut relever la tête et être prêt pour le prochain combat. Après cette rencontre, Monaco reste 11e au classement avec un ratio de 5 victoires pour 7 défaites. Nous retrouvons Julia Vial pour un nouveau point sur toute l'actualité avec pour commencer un rappel des nouvelles mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Bonsoir Julia. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Dès ce samedi 27 novembre, retour de l'obligation du port du masque en extérieur de partout dans la principauté. Tout le monde devra aussi présenter son pass sanitaire pour consommer à l'intérieur et en terrasse des restaurants et des bars. Cela concerne aussi les jeunes âgés de 16 ans à 18 ans. Je vous rappelle également que la validité des tests PCR et antigéniques ouvrant le droit au pass sanitaire passe de 72 heures à 24 heures.
Pour retrouver le détail de toutes ces nouvelles mesures, rendez-vous sur le site covid19.mc. Toujours en rapport avec la crise sanitaire, les méthodes de calcul de la vaccination seront désormais confiées à l'INSEE. Depuis le début de la pandémie, la Principauté diffuse quotidiennement les chiffres relatifs à l'évolution de la crise sanitaire. Le gouvernement souhaitant affiner ses méthodes de calcul relatives à la vaccination va désormais les confier à l'INSEE. Des éléments spécifiques à la Principauté vont ainsi être pris en compte, tels que le fait que de nombreuses personnes travaillant à Monaco sans s'y résider ont été vaccinées, ou encore que certains résidents régulièrement en déplacement à l'étranger se sont fait vacciner dans un autre pays. Selon ce calcul, le taux de couverture vaccinale atteint les 65% de la population résidente à Monaco en âge d'être vaccinée, un chiffre qui est, Fabien, inférieur à nos voisins européens comme la France ou l'Italie. Une conférence va être organisée par le Monaco Economic Board et la délégation interministérielle en charge de la transition numérique concernant la PropTech et l'immobilier. Effectivement, Fabien, ce rendez-vous aura lieu ce mercredi 1er décembre au Yacht Club de Monaco et aura pour thème le numérique au service de l'immobilier de demain. L'occasion de se focaliser sur les entreprises qui fournissent des produits innovants, technologiques ou des modèles nouveaux pour les marchés immobiliers. En un mot, il s'agit de toutes les entreprises qui se lancent dans l'industrie immobilière pour l'améliorer en tenant compte, Fabien, du contexte digital changeant et des nouveaux modes de consommation. Merci Julia. Place à notre premier invité. C'est un grand cycliste professionnel, champion du monde sur route en 2012, vainqueur du Paris-Roubaix en 2019. Il est le seul coureur du 21e siècle à avoir remporté 4 des 5 classiques monuments. Il est là pour nous parler d'un nouvel événement. Philippe Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Ce dimanche, le circuit de F1 va se transformer en piste de course à vélo pour le biking à Monaco. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le premier événement cycliste à Monaco, donc on est très heureux nous en tant que cyclistes d'avoir notre propre événement et ce sera l'occasion de rassembler toutes les catégories, les jeunes, les novices et les professionnels sur le même circuit qui est quand même très mythique avec un passage sur le circuit de Formule 1. Donc voilà, on est content de cette démarche. Vous l'avez dit, il y a du professionnel, hein, il va y avoir du beau monde sur le circuit. Oui, il y aura vraiment du beau monde et c'est une idée qui est partie à la base avec Matteo Trentin qui était mon équipier à l'époque à la Quick Step et on a tous les deux des enfants et on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités pour les tout petits et voilà, Matteo et sa femme Claudia Morandini ont travaillé très fort sur ce projet avec je regarde juste la AWE, qui est une association aussi basée à Monaco. Ils ont développé ce bel événement. Et moi, je les ai aidés aussi avec mon magasin qui est basé à Monaco à développer ce premier projet et on espère que ce sera une réussite. C'est un critérium à 13h30. Parlez-moi de l'épreuve et de son importance à vos yeux. Oui, en fait, il y a d'abord un programme libre à partir de 9h sur le circuit. Avec tout le monde sera accueilli et le bienvenu pour emprunter le parcours qui sera sécurisé. Ouvert à tout le monde, gratuit aussi, il faut le dire. Et vers 10h, 10h30, il y aura Pro-Am. Donc ça, c'est un événement qui va s'organiser avec des équipes mixtes, amateurs et professionnels. Oui, c'est une course contre la montre, en fait, en équipe, c'est ça ? Exactement. Donc voilà, ça va être l'occasion de se mesurer avec des passionnés et des gens qui aiment le vélo contre des professionnels. Donc ça va être un beau concept. Et à 13h30, alors le critérium officiel avec plus ou moins une quarantaine de professionnels. Pour la plupart, tous installés dans la Principauté de Monaco. Et il y aura des vainqueurs du Tour de France, maillot vert, avec des champions olympiques, des titres mondiaux. Donc il y aura un très beau niveau. Avec donc la course contre la montre dont vous avez parlé, qui a pour but de récolter des fonds, il me semble, pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco et de la Fondation Michel Scarponi. Oui, c'est ça. Donc, pour le Pro-Am, donc, les places étaient payantes. Et pour la soirée, il y aura des ventes aux enchères de différents objets cyclistes donnés par la majorité des coureurs. Et on espère que ça rapportera un maximum d'argent pour les deux fondations. Dernière question, vous êtes un cycliste professionnel en activité. Comment vous sentez-vous là physiquement ? Très bien, j'ai repris les entraînements, toujours dans la région avec
des sorties qui tournent entre 4 et 5 heures. Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis allé en Italie par l'arrière-pays, Pigna, etc. Et redescendre sur San Remo, c'est toujours aussi beau. Exactement. Voilà, je le rappelle, toute la journée de dimanche, à 10h30 par exemple, il y aura des courses contre la montre en équipe et un critérium à partir de 13h30 sur le circuit de F1. Merci Philippe Gilbert. Avec plaisir, au revoir. Du cyclisme dimanche, mais également du foot avec l'AS Monaco qui recevra Strasbourg au Stade Louis II. Une rencontre qui est prévue à 15h et qui doit être très attendue par les supporters monégasques après la belle qualification en 8e de finale de la Ligue Europa contre la Real Sociedad. Les Rouges et Blancs vont devoir se montrer incisifs pour contrer les Strasbourgeois qui sont juste devant eux au classement général de la Ligue 1. Lors des dernières semaines, Strasbourg a accumulé de nombreux points à domicile avec des succès face à Lorient, Saint-Étienne, Metz ou Brest. Alors qu'à l'extérieur, les Strasbourgeois ont perdu 3 de leurs 6 matchs. Cet après-midi a eu lieu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Voici ce qu'il fallait retenir sur cette future rencontre avec Sofiane Diop. On a un match très important demain contre une équipe qui est au même nombre de points que nous. Et donc actuellement un concurrent. Mais c'est sûr qu'on aimerait être beaucoup plus haut. Maintenant, ça passe par de grosses performances contre ce genre d'adversaire. En quête de victoire et remotivé mentalement depuis son retour au score face à Lille, Monaco risque en tout cas de montrer les dents contre Strasbourg ce dimanche. Ce vendredi, une des 2 gagnantes du e-rallye, Manal Faxel Abouamda, représentante de l'association Monaco Life Disorder, s'est rendue à la Fondation Albert II de Monaco, partenaire officiel de Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Manal Faxel Abouamda et Caroline Favreau ont remporté le 30e Rallye Aïcha des Gazelles dans la catégorie e-Gazelle Auto Vinci Immobilier. Au volant de leur Renault Zoé électrique floqué du numéro 500, elles couraient pour soutenir l'association monégasque Monaco Liver Disorder qui lutte contre les maladies infantiles du foie et œuvrant pour le don d'organes. Que représente ce e-rallye? La réponse avec Manal Faxel Abouamda. On aime cette catégorie parce que l'environnement, l'écologie, ça nous parle beaucoup. Et puis aussi donner aussi, aux jeunes générations que la transition écologique est très importante. Leur victoire pourrait contribuer à hauteur de 10 000 € à la rénovation de 3 centres pédiatriques de l'hôpital L'Archer-II de Nice, financés justement par l'association MLD. Une belle victoire pour une belle initiative. Vous nous amenez à présent, Julia, faire un voyage autour du monde avec le concert de João Silva, prévu le 2 décembre au Grimaldi Forum. Fils d'un pasteur d'Ipanema, le carioca João Silva a grandi dans une communauté d'anciens prisonniers et d'artistes convertis. Son aventure solo est une plongée dans l'univers tropicaliste des années 70 qui mêle samba, soul, disco et funk vintage. Son 2e album, Navegar, célèbre les musiques de l'Atlantique noir, naviguant à vue entre Cap-Vert et Caraïbes. Son concert vous emmènera sans aucun doute dans l'univers fleuri des contrées brésiliennes. L'entrée pour cet événement au Grimaldi Forum est gratuite. Et nous y serons, alors non pas parce que c'est gratuit, mais parce que l'on enregistre l'émission musicale Backstage consacrée à cet artiste. Les inscriptions pour participer à l'arbre de Noël de la mairie sont ouvertes jusqu'au 3 décembre. Pour la 2e année consécutive, Fabien, en raison de la crise sanitaire, l'arbre de Noël de la mairie n'aura pas lieu sous sa forme habituelle. Le conseil communal a tout de même souhaité remettre un cadeau de Noël aux enfants de 3 à 7 ans résidant en principauté sous condition de ressources de la famille. Les inscriptions se font par mail à unitésociale@mairie.mc ou à la mairie de Monaco tout simplement de 8h30 à 16h30 au service des seniors et de l'action sociale. Vous venez de parler de l'arbre de Noël de la mairie. Effectivement, les fêtes de fin d'année approchent déjà à grands pas avec l'arrivée du mois de décembre. Peut-être avez-vous déjà installé votre sapin et toutes les décorations qui vont avec. Il y a une autre petite touche qui donne un avant-goût de Noël, c'est le calendrier de l'Avent. Il connaît toujours un franc succès et vous allez le voir, il ne cesse de se réinventer. Émilie Rousseau et Sylvain Péromal ont enquêté pour nous. 24 petites cases aux couleurs féeriques. Derrière elles, une surprise qui rend le décompte jusqu'au réveillon de Noël plus excitant et surtout plus gourmand. À quelques jours du 1er décembre, le calendrier de l'Avent est la star dans les supermarchés. Et pour rien au monde, on ne manquerait cette tradition. Les enfants, si on ne leur fait pas, ils ne sont pas contents. Donc du coup, je pense que peu importe leur âge, enfin moi j'en ai une de 4 ans et une de 16 ans, et suite de 16 ans, il prend aussi son petit calendrier, donc
c'est comme ça. Si autrefois le calendrier de l'Avent était réservé aux plaisirs chocolatés et autres sucreries, aujourd'hui, il se décline pour satisfaire petits et grands. Et c'est parfois surprenant. Produits de beauté, fromage, thé, bière, il y en a pour tous les goûts. Dans cette parfumerie, le produit a été victime de son succès. On a été dévalisé. C'est vrai que normalement, à ce stade donc, du mois, il nous en reste toujours plus ou moins plusieurs, quoi. Et là, du coup, il nous en reste qu'un seul. Et la particularité de cette année, c'est qu'il y a eu pas mal de demandes pour les calendriers de l'Avent hommes. Autre tendance, fabriquer son calendrier de l'Avent en famille, l'opportunité de glisser des attentions ou des cadeaux personnalisés. C'est de prendre un moment, un instant suspendu vraiment qu'avec son enfant, sans téléphone portable ou nuisance avec les télévisions à la maison, et partager un instant vraiment autour d'un atelier de Noël qui pourra ensuite être utilisé chaque matin jusqu'au jour de Noël avec un décompte des jours et l'impatience des enfants qui monte au fur et à mesure. Et nous non plus, nous n'avons pas pu résister à la tentation de respecter ce rituel de Noël. Retardataires, rassurez-vous, il en reste encore dans les rayons pour être fin prêt pour ouvrir la case du 1er décembre, mercredi prochain. On attend ça avec impatience, c'est une tradition bien sympathique, même si elle n'a rien à voir avec la religion. Recevons justement pour parler de l'aspect religieux des fêtes de fin d'année, l'abbé Venard, délégué épiscopal à la communication. Christian Venard, bonsoir. Bonsoir. On va parler, non pas du calendrier de l'Avent que les enfants ouvrent chaque jour pour avoir son petit chocolat, mais du temps de l'Avent, parce que les fêtes de fin d'année, ça commence bien avant le 25 décembre. Oui. En effet. Alors, le calendrier, pourquoi pas, hein, si ça peut aider, on n'a rien contre. Hein, mais de fait, ce temps est un temps un peu particulier dans la vie de l'Église. Hein, alors, son temps, c'est Adventus, hein, quelque chose qui doit venir. Alors, évidemment, très concrètement, nous, on pense tout de suite, ce qui doit venir, c'est les fêtes de Noël. Donc, pour nous, chrétiens, les célébrations de l'incarnation du Christ, la naissance de Jésus à Bethléem et toutes les fêtes qui vont avec. Mais c'est aussi un temps d'attente, un temps d'espérance. Et à l'origine, dans l'Église, c'était plutôt un temps eschatologique, c'est-à-dire l'attente du Christ qui reviendra à la fin des temps. Hein, donc 4 semaines avant Noël, un temps un peu de préparation, de pénitence. C'est pour ça que d'ailleurs, à la messe, on va utiliser des ornements violets qui marquent dans la liturgie catholique les temps de pénitence. Et puis, il y a un intermédiaire entre les deux, le Christ qui est déjà venu, qu'on va célébrer à Noël, le Christ qui reviendra à la fin des temps, et le Christ qui vient dans chacune de nos vies, qui vient nous retrouver. Donc voilà, c'est tout cela que le temps de l'Avent essaye d'exprimer. Et vous l'avez évoqué, le temps de l'Avent, avant ne s'écrit pas ANT à la fin, mais ENT. Pourquoi ? Et oui. Ben parce que ça vient du latin adventus, donc ce qui doit venir et non pas avant de ce qui précède. Noël, c'est une des 2 grandes fêtes catholiques. La première grande fête, c'est la résurrection du Christ. Le fait, Jésus est mort, ressuscité, c'est Pâques. Et puis, la deuxième grande fête, en effet, c'est Noël. C'est-à-dire ce Christ, Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui se fait homme. Dieu qui accepte de prendre notre faiblesse, de rentrer dans notre humanité, de venir vivre avec nous. Et c'est ce que nous racontent ensuite les évangélistes, hein, qui nous rapportent ce qu'a été la vie de cet homme extraordinaire, déjà par sa vie, qui en plus osait dire qu'il était Dieu. Alors il y a le temps de l'avant, mais il y a finalement le temps de l'après aussi, parce que ça se poursuit après le 25 décembre. Alors après le 25 décembre, liturgiquement, on rentre dans une période un petit peu... Alors il y a l'épiphanie, évidemment, où là, alors c'est une très grande fête. Alors chez nos amis orthodoxes, c'est encore une plus grande fête presque que la fête de Noël, la fête de l'épiphanie. L'épiphanie qui est le moment où ce Dieu qui est venu en un petit enfant, ce qu'on célèbre à Noël, est manifesté à la face du monde, et c'est ce que représente, ce que symbolisent les rois mages qui viennent. Et puis très rapidement, alors certains diront peut-être malheureusement, d'autres pensant à leur régime penseront peut-être tant mieux, mais il y a le temps du carême qui va s'annoncer, temps de préparation à Pâques. Donc on voit que, comme vous le disiez, 2 grandes fêtes, Noël et Pâques, et chacune est précédée par un temps de préparation, le carême pour se préparer à Pâques, à la résurrection du Christ, et ce temps de l'Avent pour se préparer à la fête de Noël. Qu'est-ce que représentent pour vous, à titre personnel, ces fêtes de fin d'année ? Alors pour beaucoup de prêtres,
je parlerai pour moi éventuellement à titre personnel, pour beaucoup de prêtres, c'est une période chargée, comme pour Pâques. C'est-à-dire c'est une période chargée parce que beaucoup de personnes, j'allais dire, se réapproprient un peu leur foi dans ces grandes fêtes. C'est-à-dire même des chrétiens qui vont peut-être, bien malheureusement, pas à la messe tous les dimanches, mais voilà. Et il y a quand même ces grandes fêtes, c'est l'occasion d'abord il y a des fêtes familiales, et puis c'est l'occasion de se raccrocher aux traditions, dont la tradition chrétienne, et qui est particulièrement forte ici dans notre principauté. À titre personnel... Vous l'attendez avec impatience? Non, pas du tout. Mais pour moi, ça remonte. Voilà, il se trouve que j'ai été aumônier militaire pendant très longtemps avant d'occuper les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui en principauté. Et c'est beaucoup de souvenirs de moments très particuliers vécus en opération extérieure avec des militaires français au fin fond de l'Afrique, en Afghanistan. Et ça donne des colorations évidemment assez extraordinaires à ces fêtes de Noël vécues loin des familles et parfois dans des circonstances de danger qui font voilà, que ça prend une toute autre ambiance. Et d'un point de vue religieux, qu'est-ce qui est païen et qu'est-ce qui est chrétien? Alors j'ai dit, tout est d'abord profondément chrétien. Fondamentalement aujourd'hui, il faut quand même être franc, la fête de Noël n'existe que parce qu'il y a la célébration de la nativité du Christ. Donc ça c'est fondamentalement chrétien évidemment. Et bien sûr, tout ça s'accompagne de beaucoup de cadeaux, d'occasions de se retrouver, etc. Et tant mieux, parce que toute cette joie qui accompagne Noël, si on ne la coupe pas trop, si on ne la coupe pas de ce qui est essentiellement la joie, c'est de se dire le Dieu auquel nous croyons est tellement proche de nous qu'il s'est fait homme, il s'est fait petit enfant. Et c'est pas un Dieu qui est lointain, qu'on ne pourrait pas rencontrer, il est là, petit enfant dans une crèche. Et c'est le moment aussi de partage, je veux dire très bien, on a peut-être beaucoup de chance, nous ici, en particulier en principauté, ben voilà, de bien vivre. Est-ce que c'est aussi une période où on peut penser aux plus pauvres? Et d'ailleurs beaucoup d'associations profitent de cette période pour faire appel à notre générosité. Et je crois que c'est vraiment un élément aussi qu'on doit prendre en compte. C'est une période où il faut être généreux et peut-être apporter à ceux qui sont plus faibles un peu de ce bien-être dans lequel nous avons la chance de vivre. Voilà, nous étions avec l'abbé Venard. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et sachez, et c'est une première, que dès ce dimanche, désormais, les messes dominicales seront diffusées en direct sur Monaco Info. La première donc ce dimanche 28 novembre à 10h30. Quel temps fera-t-il justement demain, Julia ? Il fera beau, Fabien, ce dimanche 28 novembre en principauté, beau mais froid puisque seulement 3 degrés sont attendus au cours de la matinée. Pour la maximale, le thermomètre pourra atteindre les 10 degrés. Demain, n'oubliez pas de fêter une très bonne fête à tous les Jacques. Merci. Nous avons débuté ce journal avec du basket et nous finissons également avec du basket, mais en photo, prise par Manuel Vitali, suite au choc hexagonal Monaco-Asvel en Euroleague, remporté d'1 point par le concurrent de la Roca Team hier au soir après un match de dingue. Quant à nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, demain dimanche à 20h pour le best-of de la semaine. Merci pour votre fidélité. À demain.